Tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, ton écran est partagé, Jean-Martin. Super. Oui, Carmen, c'est bon. Super, donc on va commencer. Euh, Bonjour et merci d'avoir patienté. Donc, bienvenue à notre nouvelle édition, notre nouveau webinaire sur le cloud, les GPU et l'intelligence artificielle et comment est-ce que les entreprises africaines peuvent en tirer profit. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer cette technologie qui transforme le paysage économique et technologique du continent. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, nous sommes tous sans ignorer que nous sommes en plein dans une révolution numérique où le cloud computing permet un certain nombre de flexibilité pour les entreprises, d'agilité, et où les GPU, qui est le sujet aujourd'hui phare que nous allons aborder, accélèrent le traitement des données massives et ouvrent également des voies des applications telles que l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus performantes grâce à ces GPU, grâce à ces puces-là. Donc, ces avancées ne sont pas que de simples outils technologiques, elles représentent également un véritable levier de compétitivité pour les entreprises qui sont prêtes à innover et à se positionner sur ce marché mondial. Donc, au cours de cette session, qui sera animée par Jean-Martin, qui est notre directeur de la Business Solution, donc c'est lui qui lead tous les développements métiers, tous les développements business. Il va nous dévoiler un peu des cas d'utilisation de cette technologie, donc le cloud, les GPU et l'intelligence artificielle dans les entreprises. Il va également nous parler permet de déployer des solutions IA qui améliorent également l'efficacité opérationnelle, qui optimisent des processus décisionnels et qui ouvrent également des nouvelles perspectives de croissance pour les entreprises. Donc, on va également découvrir au cours de ce webinaire comment ces innovations peuvent répondre aux différents défis du marché africain, notamment, et transformer les modèles économiques des entreprises pour mieux s'adapter aux réalités locales. Donc, merci encore à tous de votre présence et sans plus attendre, nous allons lancer ensemble ce webinaire. Donc, Jean-Martin, tu as la parole. Très bonne session à tous. Et pour ceux qui veulent poser des questions au cours de la présentation, vous pouvez le faire dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. Super. Merci, Carmel. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence à ce webinaire. Comme le thème l'indique, nous allons parler de trois concepts très importants pour la technologie ou les temps actuels dans la technologie. On va parler du concept de cloud, de GPU et de IA. Les objectifs, en gros, seront de comprendre les trois notions. Premièrement, l'IA, ensuite le cloud et après les GPU. Et après, on va illustrer comment ces technologies sont un levier d'accélération ou d'optimisation des fonctionnements ou de la rentabilité des entreprises. On va se concentrer sur le contexte africain. On va prendre des cas d'utilisation pour ces trois différents concepts et comment ces trois concepts peuvent être mis ensemble pour pouvoir être un levier d'accélération de la transformation digitale des entreprises. Donc, on va commencer d'abord par le concept du cloud. En premier, on va le définir. Et après, on va parler un peu de l'évolution du cloud. On va essayer de ne pas donner trop de détails techniques pour pouvoir rentrer dans les 1 heure du webinaire. Et après, on va parler des cas d'utilisation du cloud. On fera le même exercice ensuite pour le GPU et pour l'IA. Donc, c'est quoi le cloud? En gros, de manière simple, le cloud computing, en abrégé cloud, c'est la manière qui a été trouvée, ou le concept qui a été trouvé pour pouvoir permettre aux différents utilisateurs de bénéficier des ressources. Quand on parle de ressources, ici, on va parler de disques durs, de stockage, d'applications, de plateformes, de bénéficier donc de ces ressources qui ne sont pas sur leur infrastructure à eux. En gros, le cloud, c'est juste l'ordinateur d'une autre personne.
Donc, cette notion a connu beaucoup d'évolutions, ou bien il y a beaucoup de facteurs qui ont amené au final à avoir le cloud tel qu'on le connaît maintenant. Mais de manière simple ou de manière résumée, les bénéfices ou les avantages que le cloud va apporter aux différentes entreprises, c'est en premier la réduction du coût de l'infrastructure. Donc, au lieu d'investir dans des serveurs qui sont gros ou bien dans du stockage qui est énorme, de sécuriser l'espace ou encore de trouver le moyen d'investir dans l'infrastructure, l'entreprise va pouvoir étaler ses coûts avec plutôt des concepts d'abonnement ou d'utilisation à la demande de ces différentes ressources informatiques. Un autre avantage, c'est que les ressources sont partagées et délocalisées. Du coup, on n'a pas besoin de gérer les aspects de sécurité ou encore de disponibilité, de flexibilité des différentes ressources. Parce que le service provider qui va se situer entre l'utilisateur et la ressource va pouvoir garantir cette utilisation. Et il y a les notions, par exemple, de quality of service ou bien de SLA qui vont être introduites avec le cloud, qui vont donc donner à l'utilisateur final la garantie que la ressource qu'il veut utiliser, que ce soit sa donnée ou son email qu'il a envoyé, par exemple, à un partenaire, sera toujours disponible. Qui va garantir que lorsqu'il veut aller sur un site web, il pourra, parce que le service provider va pouvoir garantir cette disponibilité de la donnée. Donc là, c'est défini la notion du cloud computing. On va regarder un peu ensemble comment on est arrivé au cloud qu'on connaît maintenant. Donc, avec l'invention de l'informatique ou des ordinateurs modernes, il y a eu beaucoup les besoins, en gros, c'est les besoins des utilisateurs qui ont poussé à pouvoir avoir la notion de cloud computing telle qu'on la connaît. Initialement, dans les années 50, on parlait d'informatique distribuée. En gros, c'était l'utilisateur était devant son ordinateur et lorsqu'il voulait, par exemple, accéder à son ERP ou à l'application de messagerie, il accédait à des serveurs qui étaient généralement dans le périmètre de l'entreprise et qui présentaient une architecture distribuée. C'est ce qu'on connaît comme les architectures client-serveur ou le peer-to-peer ou les architectures 3 tiers, où on avait une séparation entre la couche applicative, données et serveur web. Donc là, c'était l'approche d'architecture distribuée. Mais très, très vite, il y a eu des limitations. Lorsque le besoin en calcul est important, il fallait des serveurs plus gros. Ça, c'est l'une des limitations qu'il y a eu avec ce concept. Il fallait des serveurs plus gros ou encore il fallait pouvoir permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs ressources hors du périmètre de l'entreprise. Donc, par la suite, il y a eu la notion de mainframe. On a connu un peu les gros serveurs qu'IBM produisait au début des années 50, 60. Les gros serveurs qui étaient des grosses machines de calcul qui permettaient donc aux entreprises ou organisations de pouvoir faire des gros calculs. Le problème avec ça, c'est que ça coûtait très cher. Donc, c'était difficile pour une entreprise, une PME ou même les gouvernements simplement d'acquérir ces mainframes. La notion de cluster est née. Le cluster qui est simplement une architecture où on va pouvoir distribuer les ressources. C'est-à-dire, on prend par exemple le cas où on a envie de faire des fiches de paye des agents du gouvernement. Ça demande une capacité de calcul énorme. Vu qu'on n'a pas un mainframe, on a besoin donc de créer ce qu'on appelle des clusters qui vont permettre de distribuer la charge de calcul sur des équipements ou sur des petits serveurs qui sont dans le périmètre de l'entreprise. Bon, après la notion de cluster, on a eu la notion de grid computing qui, à la différence du cluster, c'était des ressources totalement autonomes qui n'appartiennent
qui n'appartiennent pas forcément à la même organisation. Donc, par exemple, si des chercheurs se mettent ensemble pour un projet de recherche scientifique, par exemple, sur le cancer, chacun d'eux va pouvoir mettre ses ressources serveurs dans une sorte de grille de ressources et tout le monde pourra bénéficier. C'est-à-dire quand on va lancer, par exemple, le séquençage de l'ADN, tous les serveurs des différentes organisations qui se sont mis ensemble dans le grid vont pouvoir partager ou échanger les ressources, que ce soit mémoire, processeur, etc. Après, on a vu au début, au milieu des années 90, la notion de virtualisation. Cette fois, on a des serveurs, mais on veut pouvoir, sur le même serveur, partager les ressources du même serveur avec des systèmes ou des plateformes totalement autonomes. Donc, on virtualise dans la machine physique pour permettre aux différentes applications ou plateformes de tourner de manière autonome. Donc, par la suite, on a eu la notion de web avec l'arrivée du Web 2, où on avait un gros besoin il y avait une grosse révolution de WW et les entreprises avaient besoin de pages web, de sites web. Il y a eu la notion de Web 2 qui permettait de définir ou bien d'avoir des ressources plus petites et plus indépendantes pour pouvoir servir des pages web de manière autonome. Donc, après, on a eu la notion de architecture service orientée, utilité orientée. Et après, on a abouti à la notion de cloud computing. Donc, qui en gros va permettre à l'état actuel des choses à toute entreprise de pouvoir utiliser des ressources informatiques qui ne sont pas dans son actif immobilier. Donc, elle va pouvoir louer des ressources ou bien s'abonner à des ressources, disque dur, stockage, capacité de calcul, mémoire, application, plateforme, etc., pour pouvoir donc faire opérer ces différents services en interne. Donc, après avoir parlé de l'évolution ici du cloud, on va voir quels sont les différents modèles de services que propose le cloud. C'est important de comprendre ça parce que après la notion de processeur graphique d'IA va pouvoir s'imbriquer ou bien va pouvoir être vendu sous forme de service ou de modèle de service cloud. Donc, en premier, on a le SaaS, Software as a Service, qui va permettre simplement de mettre à disposition des ressources applicatives. Par exemple, lorsque vous allez sur Gmail, c'est un software as a service. Lorsque vous utilisez votre ERP, par exemple, un abonnement, c'est un software as a service. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'application chez vous. Vous vous connectez simplement au travers de votre service provider pour pouvoir utiliser l'application ou le logiciel en question qui est installé dans l'infrastructure du fournisseur. En second, on a le plateforme as a service, qui est plus un service ou un modèle de service orienté pour les développeurs ou les ingénieurs en informatique, qui va permettre donc d'avoir une plateforme globale hébergée chez le fournisseur sans avoir besoin de la gérer soi-même. Donc, par exemple, si on fait du développement web, on peut décider de prendre un abonnement Confluence, par exemple, pour pouvoir bénéficier de la plateforme as a service. Donc là, ce n'est plus le logiciel, mais ce sera une plateforme qui permettra, elle, de produire des logiciels qu'on pourra vendre ensuite comme du SaaS, par exemple. Ensuite, on a la partie infrastructure as a service qui va permettre de mettre l'infrastructure en soi, c'est-à-dire le stockage, la mémoire, le processeur, à la disposition de l'entreprise pour pouvoir en bénéficier. Donc là c'est les modèles de services du cloud, de manière générale. Quels sont les cas d'utilisation du cloud? On l'a déjà un peu évoqué. Pour une entreprise, par exemple, qui a envie de réduire ses coûts, elle se lance, par exemple, dans, disons, un projet d'IA
où elle a besoin de modéliser ou bien d'entrer les données sur le secteur agricole au Cameroun, ou encore elle a besoin de pouvoir faire des prévisions météorologiques et a besoin d'analyser les données de météo précédentes. Mais l'entreprise se lance, c'est une start-up, et n'a pas dans les moyens ou bien ne veut pas investir dans l'infrastructure. Alors, pour réduire ses coûts, elle peut prendre une plateforme à ses services, infrastructure à ses services qui va pouvoir permettre d'encapsuler tous ses besoins en infrastructure dans son projet de développement d'un modèle IA pour l'analyse des données agricoles, par exemple. Un autre cas, c'est une entreprise qui a besoin d'emails, ne va pas installer un serveur de mail, va plutôt aller s'orienter pour une approche software as a service pour pouvoir bénéficier des mails déjà fournis, par exemple par Microsoft ou par Google. Dans tout ça, on peut aborder une approche hybride qui va permettre d'avoir une partie de l'infrastructure dans son périmètre d'entreprise ou dans un data center propriétaire, et après avoir une autre partie de ces données dans le cloud chez un service provider, que ce soit en IaaS, PaaS ou SaaS. Et là, on pourra donc combiner les deux, et là, on aura donc un cloud hybride. Donc là, c'est un peu quelques cas d'utilisation pour ce concept de cloud pour les entreprises. OK. Donc, après avoir parlé donc, du cloud, on va passer à la partie GPU. Qu'est-ce que le GPU? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages dont les entreprises africaines peuvent bénéficier? Et quels sont les exemples d'application du GPU en Afrique? Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. En gros, le GPU, c'est le Graphic Processing Unit. Le concept existe depuis d'ailleurs pour tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo dans les années, milieu des années 90. On avait besoin de grosses forces de calcul pour les jeux graphiques. Donc, lorsqu'on jouait à un jeu vidéo, il y avait de la latence qui était observée lorsque tout le besoin de calcul était renvoyé sur le CPU, en opposition au GPU, qui est le Central Processing Unit, pardon. Donc, le GPU, lui, avait le rôle ou la fonction principale de faire tous les calculs qui étaient associés au rendu graphique, d'où son nom Graphic Processing Unit. C'était ça son rôle. Il dit que si on veut essayer de faire un petit scénario d'utilisation, je suis en train de jouer à mon jeu vidéo, il faut afficher le personnage, alors la carte graphique se charge de faire tout ce qui est rendu 3D du jeu. Au départ, c'était ça la fonction du GPU. Vu que c'est des cerveaux de calcul, on va utiliser le mot cerveau, c'est des cerveaux de calcul, il peut faire d'autres calculs. De manière générale, l'action ou bien la fonction du GPU, c'est de pouvoir faire des calculs répétitifs. Donc, vu que dans la répétition, il y a beaucoup d'autres domaines qui peuvent être appliqués. Donc, dans les calculs scientifiques, par exemple, si on veut résoudre une équation et que c'est les mêmes patterns ou bien les mêmes modèles schémas qui se reproduisent, alors on s'est rendu compte qu'on peut utiliser les GPU pour faire autre chose que le rendu 3D des jeux vidéo. Donc, il a donc été, on a commencé à l'utiliser pour d'autres usages, tels que les calculs scientifiques, les traitements vidéo, et un peu plus récemment pour l'intelligence artificielle. Donc, pour résumer, le GPU, c'est un processeur, c'est une carte puce, c'est une puce qui va permettre de faire des calculs répétitifs et de manière très rapide pour pouvoir alléger le processeur central. Les principaux fabricants sont NVIDIA, AMD et Intel. Celui qui domine le marché en termes de puces robustes et très puissantes, c'est NVIDIA. Là, on va peut-être faire un petit comparatif entre les GPU et les CPU. Donc, le CPU, Central Processing Unit,
c'est le cerveau polyvalent de l'ordinateur. Il va pouvoir performer ou bien réaliser des tâches en mode séquentiel. Il a généralement plusieurs cœurs pour pouvoir optimiser la charge de calcul, mais lui, il va vraiment faire des tâches séquentielles. Il ne sait pas faire du parallèle. Alors, c'est là qu'intervient le GPU qui, lui, va pouvoir faire des tâches parallèles et très rapidement, des tâches répétitives. Il a des milliers de cœurs, ce qui va lui permettre de faire des calculs en parallèle. Comme on l'a dit, il est idéal pour le rendu graphique, l'intelligence artificielle, les calculs scientifiques et le traitement des données massifs. Quels sont les avantages des GPU pour les entreprises? Donc là, on a pris 3 cas d'utilisation ou 3 scénarios d'utilisation. Dans le cas du start-up, qui veut se lancer dans l'IA, par exemple, alors elle peut acquérir ou bien prendre une solution ou un service en IaaS, infrastructure as a service, sur des machines qui ont des processeurs GPU, ce qui va pouvoir la rendre indépendante des entreprises étrangères, par exemple, si l'hébergeur est, par exemple, au Cameroun comme ST Digital. Et là, ça va lui permettre de réduire ses coûts d'exploitation parce qu'elle n'aura pas besoin de pouvoir acquérir forcément le GPU et pourra l'utiliser comme infrastructure à ses services. Pour les centres de recherche et universités, ça va permettre de développer des talents, se former sur les nouvelles technologies, pouvoir s'imprégner de l'intelligence artificielle parce qu'ils auront ce processeur qui a des capacités de calcul énormes en comparatif. En fait, en changeant juste de modèle de GPU, on peut passer de l'entraînement d'une intelligence artificielle de 6 mois à 3 jours. Donc, il y a un gain énorme dans les performances. Donc là, c'est quelques cas d'utilisation. Carmel, tu peux confirmer que tu m'entends, s'il te plaît? Oui, là, je t'entends. OK. Mais on t'a perdu un moment. OK. Exemple d'application de GPU en Afrique. Donc, comme on l'a évoqué, on peut faire du graphisme et de la visualisation avec des rendus 3D, des jeux vidéo. On peut faire du cloud computing et de la haute performance. On peut faire de l'intelligence artificielle et du machine learning. On verra tout à l'heure dans la partie intelligence artificielle. On peut faire du big data, de l'analytique. On peut faire de la sécurité et de la cryptographie. Donc là, c'est quelques exemples de cas d'utilisation concrets de services qu'on peut fournir avec des processeurs GPU. Donc, après avoir évoqué la partie cloud, la partie GPU, on va maintenant parler du concept d'intelligence artificielle. C'est quoi l'IA? C'est quoi l'avantage de l'IA pour les entreprises? Et quelques exemples d'applications en Afrique. La définition générale qui est donnée à l'intelligence artificielle, c'est que c'est un programme ou un logiciel ou encore un équipement qui est conçu ou designé pour pouvoir mimer l'intelligence humaine. On va pouvoir retrouver ça sur des robots ou sur des logiciels de manière générale. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir reproduire le chemin mental du cerveau humain. Donc, le besoin étant, ou bien la définition étant faite, il y aura des concepts qui vont découler de ça. Pour pouvoir mimer l'intelligence humaine, il va falloir déjà pouvoir reproduire le chemin mental. Il va falloir pouvoir analyser la donnée. Il va falloir pouvoir la restituer comme un humain.
Donc là, on va parler de l'évolution de l'intelligence. Comment est-ce que ça a commencé? D'où est-ce qu'on part pour pouvoir parler d'intelligence artificielle? Initialement, l'intelligence artificielle, c'était lorsqu'on enrichissait, par exemple, à faire en sorte qu'un jeu puisse compétir contre un humain. On parlait déjà d'intelligence artificielle. Ça, c'était dans les années 50. Ensuite, il y a eu le besoin, il y a eu le concept de machine learning qui a été introduit. En fait, on a poussé les programmes d'intelligence artificielle un peu plus loin. On a dit, OK, il faut pouvoir reconnaître des patterns ou bien des schémas récurrents dans un ensemble de jeux de données. Ça peut être, par exemple, la détection de spam. Par exemple, c'est un bon cas de machine learning où le programme va pouvoir, en fonction des caractéristiques qui lui ont été données, définir si un mail est un spam ou pas. Avec le jeu de données qui a augmenté avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a le type de données et le volume de données a drastiquement augmenté, a été multiplié. Donc, du coup, la notion de deep learning a fait son apparition. Le deep learning va simplement pouvoir, au travers d'un réseau de neurones, analyser la donnée pour pouvoir comprendre les similitudes qu'il y a dans la donnée. Donc, après avoir analysé un ensemble de jeux de données, parce que c'est un processus évolutif. Donc, lorsqu'on a analysé plein de jeux de données, un besoin simple a fait son apparition, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ces jeux de données? Est-ce qu'on ne peut pas, avec ces jeux de données, au final, pouvoir penser comme un homme? Pouvoir répondre comme un homme? Donc, un programme devrait pouvoir répondre comme un homme, répondre comme un humain. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle générative qui vont s'appuyer sur des larges modèles de données pour pouvoir répondre, analyser, traiter et répondre comme un humain. Et là, on va pouvoir, on a différents types d'IA génératifs. Tu vas pouvoir générer du texte, c'est-à-dire tu vas pouvoir avoir une conversation, il va pouvoir générer du texte, qui va générer de la musique, qui va générer des vidéos. Donc là, on parle d'IA générative. Donc, on est quitté de l'intelligence artificielle de Jean, m'attends, t'as perdu, on t'entend plus. base ou un programme. Comment sur l'iPhone. On est quitté, pardon, une petite coupure. On est quitté de l'intelligence artificielle où un programme pouvait interagir avec un humain en faisant des petits calculs, des petites prévisions, à un programme qui pouvait analyser des schémas récurrents. Alzaïr pouvait analyser des schémas récurrents dans les données et pouvoir les trier. Et ensuite, à des programmes qui pouvaient comprendre la signification des jeux de données, que ce soit texte, vidéo, images, dans un ensemble de jeux de données pour pouvoir en tirer les similitudes et pouvoir réagir, produire, générer du contenu à partir de ces jeux de données en générant des images, des textes, de la vidéo ou du son. Donc, c'est ça l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte comme avantage pour les entreprises en Afrique? On a la partie productivité et efficacité. Avec l'intelligence artificielle, on sait automatiser les tâches répétitives. Si par exemple, je suis un commercial et que chaque matin, je dois pouvoir envoyer un rappel de relance sur les devis que j'ai déposés pour savoir comment est-ce que le client, quelle est la prochaine étape qu'il prévoit, alors je peux automatiser ces tâches avec l'intelligence artificielle. Ce qui va me permettre, moi, à mon niveau, de réduire les erreurs parce que l'humain n'étant pas un robot,
le même schéma ne se reproduit pas toujours de manière identique. L'IA ne se fatiguant pas, ce traitement que j'ai automatisé pourra être fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'autre avantage, c'est la partie analytique et décision. Avec l'esprit de synthèse ou bien la compréhension des modèles de données, l'IA pourra générer des comptes rendus synthétiques ou des données analytiques ou bien une vue analytique de la donnée qui lui aura été transmise. Il peut ainsi évaluer la tendance sur un chiffre d'affaires parce qu'on lui aura fourni la donnée du chiffre d'affaires, par exemple, sur les années précédentes, ce qui va pouvoir aider l'exécutif à prendre des décisions stratégiques et pouvoir détecter les menaces de manière précoce. Au niveau de l'expérience client, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, notamment avec les chatbots qui vont permettre d'automatiser la relation client avec des réponses instantanées. Au lieu d'avoir un agent qui est derrière son téléphone ou son PC à répondre aux différents messages que les clients d'un service auraient, alors l'intelligence artificielle pourrait automatiquement répondre en se basant sur la knowledge base, la base de connaissances de l'entreprise, et pouvoir orienter, conseiller le client. Donc, avec un service client vraiment personnalisé, parce qu'en fonction de l'humeur du client, la manière dont il répond, l'intelligence artificielle pourra s'adapter pour pouvoir avoir une expérience personnalisée. D'un point de vue innovation et compétitivité, l'IA permet l'optimisation des processus. Il est simple maintenant, par exemple, de créer un nouveau produit ou un service en se basant sur les retours des utilisateurs ou sur la masse de données que l'entreprise aura récoltées au fil de son activité. Bien sûr, l'IA va amener une réduction de coûts avec l'optimisation des ressources. Il y a beaucoup de postes qui pourront être automatisés. Il y a des maintenances prédictives qui pourront être faites, ce qui va donc empêcher l'interruption de service et donc éviter la perte de revenus. Donc là, c'est quelques avantages que l'IA va apporter aux entreprises. Le prochain point qu'on va aborder, c'est la partie exemple d'application de l'IA en Afrique. Donc là, on a listé 6 domaines, la santé, l'agriculture, les services financiers, l'éducation, l'infrastructure et le transport. Par exemple, dans la santé, il y a des projets déjà qui vont permettre de faire des diagnostics médicaux à distance. C'est-à-dire, le patient va pouvoir prendre une photo, rentrer ses symptômes, et l'intelligence artificielle derrière va pouvoir faire un diagnostic de sa maladie. Avec les différentes données récoltées au travers des réseaux sociaux, au travers des téléphones, on pourra donc faire un suivi des épidémies ou encore une distribution optimisée des médicaments. Il y a également des projets dans le secteur agriculture, avec la prévision de la météo, avec l'analyse des sols et des cultures, l'optimisation des récoltes. Dans le secteur financier, qui est un gros client de l'IA, on a la partie détection de fraude, le scoring pour les crédits. Donc, de manière automatique, la banque pourra analyser si l'un de ses clients est éligible, quel est son score de crédit, avec toutes ces données financières et tous les processus en interne de la banque. Dans le domaine de l'éducation, on a l'apprentissage personnalisé, les formations à distance, la traduction des langues. Au niveau infrastructure, on a la gestion intelligente de l'énergie, les maintenances prédictives, l'optimisation des réseaux. Dans le transport, on a la gestion du trafic urbain, la logistique et le suivi des livraisons. Là c'est quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle pour les entreprises en Afrique. Donc, en conclusion, quelle est
quel est l'apport? Comment est-ce que le cloud, le GPU et l'IA peut transformer les entreprises africaines? Donc, pour résumer, le cloud computing va permettre la réduction des coûts d'infrastructure, la flexibilité et l'évolutivité des ressources, l'accès à des marchés mondiaux. Les GPU vont permettre d'augmenter les capacités de calcul dont a besoin l'entreprise pour pouvoir, par exemple, développer ses propres modèles d'intelligence artificielle. Les GPU permettront d'optimiser les performances et la réduction des temps de traitement. L'intelligence artificielle, quant à elle, va pouvoir permettre d'automatiser des tâches répétitives, de faciliter la prise de décisions basées sur des données factuelles, de permettre le développement de nouveaux produits et de services. Donc, là, c'est globalement les sujets sur lesquels, les points sur lesquels je voulais qu'on échange. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà entrées dans le chat. Donc, s'il y a des questions, on pourra les prendre. Donc, de manière globale, le cloud, les processeurs graphiques et l'intelligence artificielle sont un vrai levier de transformation digitale pour les entreprises en Afrique. Merci, Carmel. Allô, allô, Carmel, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, Fabrice. Je pense que Carmel a un petit souci de connexion. Merci pour cette présentation. Merci à tous nos participants. Comme Carmel l'a dit en début de cette session, à la fin, on aura une session. On pourrait prendre vos questions et Jean-Martin se fera un plaisir de vous répondre. Là, vous avez vos micros ouverts, vous n'aurez qu'à lever la main et vous aurez la parole pour poser vos questions. Soit vous le mettez sur le chat et on pourra y répondre. Merci. On a encore quelques minutes avant la fin, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors, on a une première question sur le chat. Quel pays d'Afrique voyez-vous à l'avant-garde de l'adoption de l'IA? Fabrice, on reprend au fur et à mesure, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, super. Quel pays d'Afrique voyez-vous à l'avant-garde de l'adoption de l'intelligence artificielle? Il y a le Rwanda qui a fait beaucoup d'investissements en termes de formation. Il a ouvert des centres d'incubation spécialisés pour des startups dans l'IA. Il y a également le Nigeria qui a un écosystème. Il y a quelques startups qui ont d'ailleurs eu fait des levées de fonds et qui sont spécialisées dans l'IA.
Donc, pour moi, ce seraient les deux pays. C'était la question de M. Parker. Il y a Alain qui met dans le chat le Maroc et le Kenya aussi, en effet. L'autre question, c'est bonjour, quels sont les services que ST Digital propose aux entreprises? C'est la question de M. Hans. Aux entreprises IA, là, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est les services qu'on propose de manière générale associés aux IA ou bien pour le segment des entreprises faisant seulement dans l'IA? Bon, je vais répondre dans les deux cas. Pour les entreprises spécialisées dans l'IA, il y a l'offre de services sur les processeurs graphiques qui est en préparation et doit être lancée au deuxième trimestre. Carmel, corrige-moi si je me trompe. Donc ça, ce serait une offre vraiment qui serait vraiment adaptée pour une entreprise qui se lance dans l'IA parce qu'elle pourrait donc utiliser le service comme une infrastructure et service. Donc, pas besoin d'investir dans de gros serveurs. Il y aura une offre dédiée avec des machines virtuelles ayant des processeurs GPU. Maintenant, pour les entreprises de manière globale, on a bien sûr la partie hébergement avec GPU est également valable, mais sinon, on propose aussi la partie applicative, c'est-à-dire on met en place des chatbots, on fait le training des LLM, donc tout ce qui est solution IA. Là, par exemple, on peut faire des projets, par exemple, sur la prédiction des risques. Donc, on a des offres de services qui sont dédiées à la partie chatbot, entraînement des LLM ou bien encore applications tiers qui utiliseraient un LLM pour pouvoir analyser les données, faire de l'IA générative, par exemple. Il y a une autre question. Qui dit IA dit données. Comment est-ce que ST Digital peut accompagner les startups dans l'acquisition de ces données pour la mise en place de leur modèle? Supposons que je souhaite mettre en place une IA de reconnaissance vocale. Comment cela va se passer? Bon, dans ce cas précis, vous n'aurez pas forcément besoin de données supplémentaires parce qu'il y a déjà des LLM open source qui vont permettre de le faire. Si vous prenez par exemple un lama, vous pourrez déjà faire de la reconnaissance vocale. Ça veut dire traduire de la voix en texte ou vice-versa. Bien sûr, il faudra que vous puissiez le déployer dans une infrastructure si vous voulez pouvoir, par exemple, ajouter de nouveaux langages, par exemple les langues locales. On a d'ailleurs un projet ASC Digital qui s'appelle Nyon, qui a pour vocation d'entraîner l'AMA à la reconnaissance des langues locales. Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir cette présentation pour parcourir après ou alors l'enregistrer au webinaire. Je pense que Fabrice, tu me corriges si je me trompe, mais sinon c'est mis à disposition sur notre plateforme YouTube. C'est bien ça, Jean-Martin. Et Okay. on vous l'enverra également d'ici lundi matin pour que vous nous reveniez si vous avez des questions ou bien des apports. Merci. Jean-Martin, tu peux continuer. OK, il y a une autre question. Connaissez-vous des sociétés africaines qui assemblent les serveurs IA? Bien sûr, ST Digital. OK. Alors, je crois que c'est tout. Je vois plus d'autres questions.
Allô Jean-Martin. Bon, il y a une question de Cédric. Le type de GPU étant important pour les problématiques spécifiques, est-ce que vous offrez des gammes de GPU récentes telles que les A100, H100, etc., qui sont très nécessaires pour l'IA moderne? Bon, là, je n'ai pas tous les détails techniques, mais c'est des GPU NVIDIA qui seront mis à disposition. Je n'ai pas les infos, les détails sur les modèles. Une autre question de M. Parker. Quels sont vos concurrents en Afrique? Et d'Alain. OK. En quoi l'IA pourrait servir, pardon, dans le secteur public, surtout dans nos administrations? Pour la question de Alain, je vois un cas très simple. On a un gros problème de communication entre les usagers et les administrations. Un problème de restitution de l'information aussi. Un chatbot, par exemple, pour un service administratif, serait très, très intéressant. Ça fera en sorte que des fois, on se déplace dans un ministère juste pour aller voir la situation de son dossier. Il y a un chatbot en ligne qui permet d'avoir ce genre d'informations de manière automatique, ça améliorerait l'expérience que les usagers ou les citoyens ont avec les différentes administrations africaines. C'est un cas pratique comme ça qui me vient à l'esprit. On peut avoir la liste de vos différents services pour... Oui, je vais mettre dans le chat le lien vers la page de notre site web qui donne les différents services que nous offrons sur l'IA. stdigital/IA. Comment ça se passe si je veux entraîner un de mes modèles sur mon serveur? Bon, ça suppose que vous avez déjà le serveur. Donc, il y a la première étape, il faut déjà partir d'un modèle existant. Donc, vous l'installez sur votre serveur. Ensuite, il y a l'étape de préparation des données. Ça veut dire qu'en plus de... Vous devez fournir, là, c'est des étapes de data analysis, data preparation, sorry. Vous allez devoir préparer vos données à vous que vous voulez fournir à l'LLM. Donc, lorsque c'est fait, vous allez pouvoir donc entraîner l'IA avec vos propres données et pouvoir ensuite tester ce que ça donne. Par exemple, si vous avez donné les données de votre entreprise qui concernent par exemple le chiffre d'affaires, vous pourrez demander quel est le chiffre d'affaires 2024. Donc, lorsque vous avez, c'est assez souvent un processus itératif, vous allez entraîner et pouvoir faire des ajustements au fur et à mesure et votre IA sera entièrement entraînée avec vos données personnelles. Bon, c'est dit de manière simpliste comme ça, mais ça entraîne quand même un peu de programmation, un peu d'utilisation des outils déjà existants. C'était la question de M. Hans. En quoi l'IA pourrait servir dans l'expérience client des sociétés de distribution d'eau et d'électricité?
Il y a une bonne application de l'intelligence artificielle sur la prédiction des tâches, des pannes, pardon. Donc, déjà, par exemple, en prédisant les pannes, c'est un bon moyen pour maintenir la qualité de service. Et comme pour les administrations, un agent IA serait une bonne manière pour les entreprises d'électricité et d'eau, pardon, de pouvoir répondre de manière automatique à leurs différents usagers et à améliorer l'expérience client. C'était une question de Alain. J'ai mon modèle déjà programmé. Je veux l'entraîner. Je l'ai fait sur Colab, mais je veux passer à un autre niveau, surtout que les données sont volumineuses. Oui, les données sont volumineuses, c'est pour ça qu'il faut une bonne capacité de calcul. Une autre question de Anne, je fais comment alors pour avoir votre service? Je pense que Fabrice et Kamel entreront en contact avec M. Hans pour pouvoir continuer la discussion avec vous. Fabrice, tu as vu la question de M. Hans? Oui, tout à fait, Jean-Martin. Bon, pour aller plus loin dans les détails, nos participants, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@st.digital. On se fera un plaisir de vous donner plus de détails, de vous donner toutes les informations nécessaires sur nos solutions IA et voir dans quelle mesure nous pourrons vous accompagner. Merci. Je mets l'adresse mail sur le chat. Allô? Oui, Fabrice. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons remercier tous nos participants d'avoir... Ah, il y a une autre question de Alain sur le chat. En quoi l'IA pourrait servir dans l'expérience client des sociétés de distribution d'eau et d'électricité? Je crois qu'il a déjà posé la question. Et peut-être finalement, Alain, c'est un agent IA qui chatte, hein, possible. Parce que la question avait déjà été posée. En quoi l'IA ne serait pas un danger pour la protection des données personnelles? Oh, très, très longue question, Alain. Personne n'a dit que ce n'est pas un danger. Donc, d'ailleurs, chacun des États renforce sa législation avec des lois spécifiques sur l'IA. Donc, c'est pas dit que ce n'est pas un danger. Donc, il faut que ce soit bien encadré.
avez-vous un accompagnement dans l'acquisition des données vocales d'Orange et MTN? Les données vocales, je ne comprends pas la question. Je n'ai pas compris la question de M. Hans. Monsieur Hans, vous pouvez préciser votre question? Donc, je pense qu'on a perdu. On a perdu Monsieur Hans. On ne pourrait pas aussi répondre à toutes les questions ici. Comme je l'ai dit plus tôt, vous n'aurez qu'à nous envoyer un mail sur info@st.digital. Jean-Martin et toute l'équipe de ST Digital se fera un plaisir de vous répondre. Et aussi, pour le replay de ce webinaire, il sera mis sur notre page YouTube et vous sera également envoyé dans vos boîtes mail. Merci à tous et on se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau webinaire, un nouveau thème sur les actualités, les nouveautés dans le domaine de la technologie. Merci Jean-Martin et bon week-end à tous. Merci Fabrice, bon week-end à tout le monde.